Monsieur Pogardassac. Bonjour Diane. Alors nous nous retrouvons seulement tous Ah oui, tout seul, ça va encore prêter à commentaire de la part de ceux qui nous aiment tellement. Oui. Bon, on garde ça pour la fin de l'entretien. Alors selon un récent sondage IFOP, Sarkozy serait la deuxième personnalité politique préférée des Français. Faut-il craindre une tentative de retour de l'ex-président de la République? Deux. Bon, alors cette histoire de deuxième ou première personnalité préférée des Français, on nous a déjà fait le coup avec Simone Veil. Le problème, c'est quand elle s'était présentée aux élections européennes, elle avait récolté uniquement 8%. Je ne sais plus à quel époux. Donc c'est ça. Donc, en fait, les pseudo-sondages sont faits pour faire croire aux gens un certain nombre de choses. Mais les sondages, rappelez-vous, je ne me rappelle plus il y a combien de temps, mais il doit y avoir presque un an maintenant, et nous avions publié dans la politique la liste des instituts de sondage et à qui ils appartenaient. Ben, quand on sait à qui ça appartient, ben, on a compris. Donc pour répondre, je crois que ça répond à votre question. Alors qu'il veuille revenir aux affaires, ça je n'en doute pas. Reste à savoir s'il y aurait quelque chance. Ça c'est encore une autre histoire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même comment lors des primaires des Républicains, il a été complètement effondré par François Fillon. Et en parlant de sondage, en termes de culture, les chanteurs préférés seraient par exemple Jean-Jacques Goldman. Oui, par exemple, c'est n'importe quoi. Alors, oui, c'est toujours le communautaire, les communautaires. Toujours la même connotation. Donc je suppose que vous n'avez pas lu le dernier livre de Sarkozy? Oh non, franchement, non, je ça sert. Mais par contre, je conseille qu'on lise mon petit opuscule sur Sarkozy ou la mort programmée de la France. Ceux qui l'ont lu me disent oh là là, qu'est-ce que j'en ai appris sur lui. Mais oui. Philippe, excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce que j'ai l'impression que ça brille un peu sur votre crâne et que il faudrait peut-être mettre une feuille au-dessus. Je ne sais pas si on peut interrompre en faisant ça. Vous voulez que je mette une kippa? On va la laisser, c'est vrai. Ça pourrait résoudre beaucoup de choses. Ah là là, il vaut mieux rire qu'en pleurer. Montebourg appelle à annuler la vente de la branche énergie d'Alstom. Il qualifie cette vente d'humiliation nationale et de scandale. Y a-t-il un abandon programmé de l'industrie française? Ça c'est certain. Ça c'est certain. Et c'est particulièrement visible depuis Sarkozy, Hollande et Macron. Certain, ça correspond à une volonté d'affaiblir la France parce qu'ils veulent que la France n'ait pas d'autre recours que de devenir un pion sur l'échiquier du mondialisme. Bon. Alors, une chose tout de même importante qu'a dit Montebourg, c'est qu'il disait que techniquement, on pouvait parfaitement dénoncer l'accord pour une raison très simple. C'est que General Electric, auquel Alstom a été vendu, n'a pas respecté ses engagements de garder le personnel qui y était. Donc, on peut dénoncer l'accord. Et de toute façon, tout accord peut être dénoncé quand on le veut. Ce qui manque, c'est la volonté, c'est tout. Et évidemment, ce n'est pas Macron et son gouvernement qui le feront. C'est parce que leur politique, comme il ressort de la question que vous posiez, c'est d'affaiblir la France. Pouvez-vous commenter l'évolution de Sciences Po qui s'ouvre désormais aux émigrés? Alors, peut-être que je surprendrai un petit peu, je dirais qu'à la limite, c'est pas le fait qu'ils s'ouvrent aux émigrés qui me dérange, s'ils sont des émigrés qui peuvent apporter quelque chose à la France. Le problème, c'est que pour leur permettre de monter, on va supprimer des examens de passage. Donc, on ouvre la porte, encore une fois. Donc, vous voyez la différence. Bon, si ce sont des étrangers qui peuvent apporter quelque chose à la France, pourquoi pas? Après, c'est à nous de juger si réellement ils sont utiles ou non. Et s'ils veulent s'intégrer dans la communauté nationale. Mais il n'est pas normal que pour qu'ils puissent progresser dans la filière, on supprime des examens. On tire vers le bas. C'est tiré vers le bas. Bon, après, quand on voit ce que c'est Sciences Po aussi... Oui, bah, c'est ce que c'est que Sciences Po, ça c'est évident. Le formatage de la pensée unique. Tiens, d'ailleurs, il n'était pas question de supprimer Sciences Po. C'était l'ENA, je crois. Ou l'ENA, oui, mais non. De toute façon, c'est le même genre de boutique. Oui. Un mot sur l'anniversaire des 75 ans du débarquement américain sur les plages de Normandie? Si vous voulez, bon, de toute façon, c'est toujours l'occasion de ressasser toujours les mêmes choses.
Ce que l'on oublie de rappeler à l'occasion, ce sont les bombardements anglo-américains et canadiens sur cette région de la France qui ont fait des milliers de victimes françaises. Ça, on n'en parle pas, sans compter les destructions de villes, destructions de cathédrales, etc. Ça, on n'en parle pas. Il y a un très bon livre écrit par Jean-Claude Vallat, qui est mort malheureusement, qui s'appelait... J'en ai parlé, d'ailleurs je le cite dans mon livre sur De Gaulle, et qui avait fait le relevé justement des victimes françaises et des dégâts occasionnés par ces bombardements, qui n'étaient inutiles puisque ce n'étaient pas des cibles militaires qui étaient visées, mais simplement détruire pour détruire. Et du coup, est-ce qu'en voyant ce tapage médiatique pour célébrer cet anniversaire des 75 ans du débarquement, il n'y a pas quelque chose de cynique dans cette entreprise? Parce qu'on voit, c'est comme s'ils fêtaient leur asservissement aux Américains, finalement. Mais bien entendu, c'est exactement la révélation une de plus que la France qu'on a hérité de l'action du colonel de Gaulle, est asservie aux Américains et aux Anglo-Saxons, donc au mondialisme. Et puis ça véhicule aussi ce mensonge de faire penser que la France a gagné la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, vaste fumisterie ça. Vaste fumisterie. La France vit dans le mensonge. D'ailleurs, je rappelle dans mon livre sur De Gaulle, justement, c'est une étude très 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 intéressante qui démontre que à peine 20% de ceux qui suivaient De Gaulle, qui ont suivi De Gaulle, étaient des Français de souche. Tous les autres, c'était soit des gens d'outre-mer, des engagés dans l'armée, des supplétifs et carrément des étrangers. Et je fais dans le livre la comparaison avec la pléthore d'étrangers qu'il y avait au moment de la Révolution dite française. C'est la même chose. C'est pour ça que j'appelle la libération et épuration la seconde Révolution dite française. Puisque d'ailleurs, je vous disais hier, en fait, la France vit sur deux mensonges. Ah, des mensonges? Oui, tout à fait, Diane, vous avez totalement raison. La France vit sur deux mensonges fondamentaux. Le mensonge issu de la Révolution dite française et le mensonge de De Gaulle, grand patriote, auquel je fais un joli petit sort pour mon livre. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors pour rester sur la Seconde Guerre mondiale, début juillet 1940 a lieu l'attaque de Mers-el-Kébir. Le gouvernement de Pétain voulait-il réellement livrer notre flotte aux Allemands? Eh bien, c'est l'infâme ignominie qu'a voulu faire croire De Gaulle, justement, qui a soutenu la traîtrise anglaise. La flotte ne pouvait pas être livrée aux Allemands, puisque dans le traité d'armistice, même Hitler n'avait pas exigé cela. La flotte était simplement désarmée pour ne pouvoir pas être utilisée par les Allemands. Ça faisait partie des conditions de l'armistice. Et justement, c'est là la crapulerie et la haine des Anglais et contre la puissance qu'avait encore la France, même à cette époque sous la Troisième République, c'est Churchill a saisi là l'occasion de détruire nos plus grands fleurons de marine, qui était tout de même la quatrième puissance mondiale sur le plan de la marine militaire. Et ils ont donc, ils ont voulu, alors eux, les Anglais, ont voulu récupérer notre flotte, ce que les Allemands ne demandaient pas. Et comme l'amiral Jean Soult, qui pourtant était un des rares amiraux de la flotte française à l'époque à être anglophile, il s'y est refusé. Et moyennant quoi, les Anglais ont tiré sur des bateaux qui étaient désarmés. Résultat, près de 3000 marins tués. En quelques heures, les Anglais ont fait plus de victimes de marins français que pendant toute la guerre, la Kriegsmarine allemande. Donc voilà, ça c'est la vérité historique, et là aussi j'en parle très longuement dans un chapitre consacré à De Gaulle. Alors
passons à un autre sujet. Face à des journalistes, Étienne Chouard, au sujet des chambres à gaz, a été sommé de reconnaître leur existence. À sa place, comment auriez-vous répondu ? Bonne question. Alors, Chouard, j'ai suivi cette histoire-là. Il y a d'ailleurs un entretien de Jérôme Bourbon que j'ai bien apprécié. C'est pas mal, un petit peu trop long d'ailleurs. Bon, ce qu'il a dit au début, c'était largement suffisant. Et ce malheureux Chouard avait bien commencé d'ailleurs. Il avait commencé par dire, écoutez, moi je suis pas un spécialiste de l'affaire. Il aurait pu en rester là. Bon. Alors, quelle serait ma position en l'occurrence ? Vous savez très bien. Oui, je sais quelle est votre position, mais là, en l'occurrence, Chouard, donc, on l'a poussé à répondre. Ah, mais bien sûr, il a été sommé. Il a été sommé. Alors, comme on lui avait donné plusieurs émissions, je crois, je ne me rappelle plus exactement quoi, mais je sais qu'il avait plusieurs émissions. Et peut-être as-tu cru qu'en courbant la tête, il garderait ses émissions. Tintin. Il a tout perdu. Alors, comment est-ce que j'aurais répondu ? J'aurais répondu comme je fais actuellement. Moi, je suis un scientifique. J'attends qu'on m'apporte les preuves. Un crime, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui commet le crime, il y a une victime, mais avant d'incriminer un criminel quelconque, qu'est-ce qu'on fait ? Une reconstitution du crime. Il n'y a jamais eu de reconstitution du crime de ce qui est imputé aux hommes. Point. Moi, j'attends qu'elle soit faite. C'est tout. Mais en fait, la question, c'est il ne faut pas se demander pourquoi c'est techniquement possible. Alors, ça, c'est magnifique. C'est possible parce que ça je trouvais ça remarquable parce que c'est justement l'expression des milieux favorables à la Shoah qui dit ça pour éviter justement la demande de reconstitution du crime. Répétez la phrase en question. Il ne faut pas se demander comment ça a techniquement eu lieu. Ça a eu lieu. J'ai vu que ça a eu lieu. Oui, ça a eu lieu. Ouais. Donc, il faut y croire. Vous nous croyez sur parole. Ah, mais c'est terrible. C'est ce que je répète encore une fois, c'est ce que la regrettée Annick Richel avait appelé l'épouvantable, je crois, ou l'odieuse police juive de la pensée. C'était dans le Figaro dans les années 1990-91 à peu près. Que je cite très très souvent. C'est un peu de l'inquisition hébraïque. Ah oui, c'est de l'inquisition hébraïque, tout à fait. Donc, ils ont créé une nouvelle religion, je ne sais plus qui disait ça. Mais c'est une nouvelle religion, avec ses prêtres, avec ses fidèles et avec ses excommunications. Parlons désormais du Parti des Républicains. Avec Pécresse qui claque la porte du Parti des Républicains, comment expliquez-vous le déchirement et l'évolution que l'on pourrait espérer pour ce parti ? Alors, de l'effondrement des Républicains aux dernières élections européennes, il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est qu'un certain nombre des barons des Républicains, ceux-là même qui ont fait chuter Fillon, ont fait la même manœuvre contre François-Xavier Bellamy. Pour la même raison, parce que c'était deux hommes qui avaient le courage de se dire catholiques, qui sur le plan de l'Europe ne correspondaient pas du tout à ce que le mondialisme désire, même s'ils ont dit Fillon et Bellamy cela de façon prudente, ils étaient pour l'Europe des nations. Bellamy, il est pour l'Europe des nations. Plus la revendication de nos racines chrétiennes, ça ne peut pas plaire évidemment à tous ces barons des Républicains qui sont inféodés soit à la maçonnerie, soit au monde juif. Donc ce sont en fait les partisans de la nation contre les partisans du mondialisme. Et alors, comme je l'ai notamment dans le dernier éditorial de la politique, comme je l'ai lourdement signalé, souligné, c'est que Bellamy a été victime de la présentation officielle des Républicains, qui a voulu jouer sur les deux tableaux. Et quand on joue sur les deux tableaux, on se déchire. Mais le problème, c'est que quand on voit les déclarations, le programme officiel des Républicains, je peux comprendre que certains n'aient pas voulu voter pour Bellamy. Ça a été une bêtise de leur part, ça c'est certain,
Parce qu'il fallait voir que Bellamy était une chose et que le programme officiel c'était autre chose. Et que si on poussait en avant Bellamy, c'était mettre en échec la ligne officielle. Ils n'ont pas compris. Une fois de plus, ils n'ont pas compris. Mais vous ne pensez pas que c'est un parti qui est désormais mort et enterré ? Vous savez, en politique, on peut dire que rien n'est jamais totalement mort. Tout va dépendre du ressort, par exemple, de François-Xavier Bellamy. Je n'ai pas une haute idée, loin de là, de Laurent Wauquiez, que je trouve beaucoup trop manœuvrier, voulant concilier le chaud et le froid, etc., etc. Donc les contraires, c'est pas possible. Pour l'instant, la seule carte possible, c'est François-Xavier Bellamy, à condition qu'il veuille bien continuer. Apparemment, il le veut. Vous-même qu'il m'avait souligné hier qu'il continuait à s'occuper des questions européennes, etc. On verra. On a encore un petit peu de temps d'ici 2002, mais il faut absolument qu'on trouve une parade pour ne plus avoir Macron. Alors j'en reviens sur le fait que beaucoup n'ont toujours pas compris votre choix de Bellamy face au Front National. Alors du coup, c'était l'occasion de revenir sur déclaration du Rassemblement National, notamment concernant la loi Taubira. Eh bien, dites-le. Eh bien que les élus du Rassemblement National ne souhaitent pas revenir sur cette loi. Et évidemment, leur déclaration vous donne une fois de plus raison, notamment Bardella, qui s'est exprimé contre... Tout à fait, Bardella, qui était le candidat officiel du Rassemblement National, c'est-à-dire du Front National. Donc, c'est regrettable à dire, une fois de plus, comme vous dites, j'ai eu raison dans mon analyse. Mais ce que les gens ne comprennent, ces gens sont des romantiques. Ils vivent encore sur une... Déjà, c'était une illusion. L'illusion du Le Pen, grand réactionnaire, etc. C'était déjà une illusion. J'ai fait justice dans mon livre L'histoire d'une trahison, qui concerne la trahison de Le Pen, père déjà, que j'ai très bien connu, puisque j'étais tout de même un des cadres relativement importants du Front National à l'époque, et quand j'étais en Belgique, en tant que représentant local, et à la fois quand j'étais au bureau politique, pas au bureau politique, au comité central. Donc je connais très bien la boutique de l'intérieur. Et là, les gens qui continuent à voter Le Pen, ils vivent sur... j'arrive pas à comprendre. C'est pourtant ça me semble tellement élémentaire que ces gens ont trahi que la moindre des choses, c'est de leur faire comprendre. On vous répondra que les Républicains est aussi un parti qui trahit. Mais c'est pour ça que je fais la différence entre Bellamy et la ligne que j'ai appréciée, qu'il a défendue. Aujourd'hui, se dire catholique, sur le plan politique, officiel, il faut tout de même un certain courage. Oui, mais alors voilà, sur le plan officiel, il se dit... sur le plan personnel, il se dit contre l'avortement, mais sur le plan politique, il dit qu'il ne s'y opposerait pas non plus. Parce qu'il a le poids du parti derrière lui, c'est ça le problème. Et vous ne pouvez pas dire la même chose du Front National ? Ah non, mais là il n'y a pas de différence. Hein. Ils sont... Bon, si, il y a une différence dans la mesure où il y a par exemple Bruno Gollnisch. Mais Bruno Gollnisch, je regrette beaucoup, il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Et puis, l'autre argument que j'ai donné lors du dernier entretien, c'est qu'à supposer qu'on se retrouve avec l'équation des dernières présidentielles Macron-Marine. Jamais Marine Le Pen ne pourra arriver. Parce que ce sera l'union sacrée, si on peut dire, de toute façon contre elle, à tort ou à raison. Elle aura tout, elle aura la gauche, l'extrême gauche, les centristes, les francs-maçons, les juifs, etc., contre elle, parce qu'elle représente une image, bon, qui est totalement erronée, mais c'est l'image que ces gens-là en ont. Donc, voilà, ça ne sert bien à rien. Donc, il faut trouver une autre solution. Ou alors, on reste passif et on laisse écrire l'histoire sans intervenir. Agnès Thiel, après s'être fait virer de La République En Marche pour son opposition à la PMA, dénonce un parti unique, une pensée unique. Un commentaire ? Oh que oui, d'autant qu'elle a rajouté quelque chose tout à fait exact et précis. Où est-ce que j'ai ça ? J'ai bien apprécié.
Oui, elle dit cela s'appelle un délit d'opinion. C'est-à-dire, elle n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord avec la ligne officielle de on ne discute même pas, dehors. C'est une dictature. Elle l'a dit, elle l'a dit. Après, est-ce que c'est pas propre à tous les partis? Je veux dire, si on C'est n'est pas dans la ligne du parti... à tous les partis, notamment au Front National, et à Rassemblement National, puisque rappelez-vous, là encore, je crois que c'était dans le dernier entretien, un certain Sulzer, Jean, je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, Sulzer se vantait que désormais il n'y avait plus personne de douteux au Front National qu'ils avaient fait le ménage. Même chose. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes forces qui sont derrière. Pas besoin de faire un dessin ou une caricature, comme je disais. Alors, question suivante. Les médias ont immédiatement suspecté un terroriste d'extrême droite dans la tentative d'assassinat sur un imam de Brest. Assistons-nous à la mise en place du conflit opposant les catholiques nationalistes aux musulmans? Certainement, et d'ailleurs ça rejoint la stratégie de Zemmour. C'est la stratégie de Zemmour. Alors, et là encore, je vais revenir sur ce que je dis déjà depuis longtemps, c'est que en fait, le monde juif, notamment en France, nous a imposé l'immigration-invasion pour submerger la France catholique qui existe encore. Le problème, c'est que depuis environ 2 ans, 3 ans à peu près, ils commencent à se rendre compte que, en fait, ça se retourne contre eux. Parce que ces masses musulmanes, du fait du comportement d'Israël dans les territoires palestiniens, devient de plus en plus antisémite. Donc, le monde juif prend peur et voudrait bien que les catholiques leur servent de petits soldats pour se défendre contre les musulmans qu'ils nous ont importés. Tout est là. Alors quand je vois un certain Hervé Rissen applaudir aux positions de Zemmour, je me dis, bon, il y a un petit problème là. Et il n'est pas le seul dans nos milieux, il n'est pas le seul. Et puis il y a toute la bande, les Goldnadel et compagnie. Tous ces gens-là ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir les catholiques à leur côté pour les protéger des musulmans qui sont fait venir. Je regrette beaucoup, ils ne sont pas venus à la nage. Mais alors, pour en venir à cette histoire d'attaque sur un imam de Brest... Alors justement, c'est très curieux cette histoire-là. C'est que apparemment, alors l'histoire que j'ai trouvée sur Internet, c'est que le garçon en question, dit d'extrême droite, Carl Foyer, oui, aurait été contacté par 3 individus masqués qui lui auraient dit, voilà, tu tues l'imam Intel, ou bien c'est ta famille qui y passe. Alors, certains ont dit que c'était des membres de la DGSI. C'est possible. Ça peut tout aussi bien être des gens du Mossad. Tout aussi bien. Et cela rentre justement dans la réponse que je viens de faire sur la question précédente, c'est que le monde juif a peur justement du développement de l'antisémitisme dans les masses musulmanes. Alors, faire passer leur opposition à ce monde musulman sous prétexte que ce sont les catholiques qui le font, c'est tout bénéfice pour eux. Alors du côté de cet imam, il y a des choses curieuses aussi, notamment le fait qu'il ait lui-même évolué dans sa prêche. Au départ, c'était un imam radical salafiste, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Ensuite, il a évolué vers un islam malékite, et enfin, maintenant, il a reçu dernièrement un diplôme de laïcité. C'est assez curieux son évolution. Alors, laïcité, oui, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à sa position par rapport à Israël. Y a-t-il eu de sa part une évolution sur Israël? Sur Israël, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'est plus aussi radical qu'il n'était au départ. Il s'est rasé la barbe. Mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Il n'est pas le seul d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu justement, il y a un imam qui a été menacé par des militants musulmans parce qu'il s'était rendu en Israël pour essayer de faire ami. Oui, donc, c'est un méli-mélo invraisemblable. Oui, c'est dur de s'y retrouver.
Le monde juif est en train de récolter le fruit de leur perversité d'avoir voulu nous submerger par les masses musulmanes contre le christianisme, et maintenant ça leur retombe sur la figure. Oui, ça, d'accord. Ah, je trouve ça très bon. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement de la République ou des Juifs de vouloir laïciser l'islam ou la rendre plus... Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain. Un peu comme ils ont fait avec Vatican II finalement. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est certain. Rendre l'islam compatible. Ça c'est certain, c'est un danger pour l'islam. Pour la troisième fois, les traitements de Vincent Lambert sont arrêtés. Doit-on craindre la légalisation de l'euthanasie? Ah, mais de toute façon, c'est la démarche vers l'euthanasie institutionnalisée. Alors, il y a eu dernièrement un article dans je crois que c'était le New England Journal of Medicine, qui disait qu'aujourd'hui, et ça, quand j'ai vu ça, j'ai bondi en tant que médecin et en tant qu'ancien neurochirurgien, puis j'ai été confronté à des cas comme ça, que maintenant on ne jugeait de la viabilité d'un traumatisé crânien que par sa possibilité de répondre aux questions qu'on lui posait. Par exemple, ouvrez les yeux, fermez la main, et des trucs comme ça. Or, si le malheureux ne peut pas ouvrir les yeux ou ne pas ouvrir ou fermer la main, ça peut être simplement parce qu'il n'a pas la possibilité de commander. Ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas ou qu'il ne comprend pas. Or, autrefois, avant de débrancher quelqu'un, comme en ce qui concerne Vincent Lambert, bien qu'il y ait tout de même encore une différence, là, il n'est pas branché. Il n'est pas branché. On se basait sur 3 électroencéphalogrammes successifs. S'il n'était pas plat, on ne débranchait pas. Et moi-même, j'étais confronté à cela. J'ai dû débrancher des cas parce qu'il y avait 3 électroencéphalogrammes plats, alors qu'ils étaient branchés et tout. Donc, en plus de ça, or, Vincent Lambert, comme très justement vous faites remarquer, n'est même pas branché. La seule chose que l'on fait pour lui, c'est que comme il est tétraplégique, il ne peut pas manger. Donc on l'alimente. On l'alimente. On l'hydrate. On l'hydrate. Donc c'est vraiment la volonté du pouvoir macronien, à la suite de ceux qui l'ont précédé, de vouloir imposer l'euthanasie. Jacques Attali nous avait prévenu. Jacques Attali nous avait prévenu, c'était dans les années 80, puisqu'il disait qu'à partir de 60 ans, l'homme n'était plus rentable pour la société, mais ce sont ces termes exacts, hein, et qu'à l'avenir, l'euthanasie serait un instrument de gestion économique de la société. Donc tout l'économie, ça rapporte pas, pof. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, Monsieur Jacques Attali n'avait pas 60 ans. Maintenant, il doit avoir dans les 80. Il n'a toujours pas donné l'exemple. Non, mais c'est magnifique, vraiment. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, passons aux questions sur nos milieux. Le nationaliste corse Simeoni appelle l'Italie à ouvrir ses frontières. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ah ben, je salue ces malheureux Corses qui ont voté pour lui, sans savoir qui il était. Encore un peuple cocu. Et qui est-il? Qui est-il? Ben, je l'ai expliqué dans mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine, dans le chapitre consacré à Bonaparte. Simeoni est d'origine juive. Et donc, encore une fois, c'est toujours le même jeu des milieux juifs, c'est de submerger les populations locales par l'apport de musulmans pour supprimer les origines, les racines du peuple dans lequel ils sont. Alors on va voir comment les Corses vont réagir quand ils vont voir arriver, grâce à M. Simeoni, des masses de musulmans dont Salvini ne veut pas. On va voir. Voilà comment je m'excuse du terme, on couillonne le peuple. Et il fait partie de cette vague, il y en a eu plusieurs, mais enfin, entre autres, au moment de Bonaparte, dans sa querelle avec, il s'appelait Paoli, il y a eu un afflux de juifs génois, de Gênes.
Et donc il y a une partie tout de même, une minorité agissante en Corse qui est d'origine juive. Et qui pousse justement à l'indépendance par rapport à la France. Ce sont les mêmes. Oui, donc là encore, séparatisme. Toujours les mêmes, on retrouve toujours les mêmes. Alors, mi-juin, sur TF1, interrogé par David Pujadas, Patrick Buisson a confirmé travailler avec Éric Zemmour et d'autres à l'élaboration d'une plateforme de la droite hors les murs, afin de soutenir un nouveau candidat en 2022, pour éviter un second tour Macron-Le Pen. Qu'en pensez-vous ? Je dirais qu'en soi, l'idée est intéressante, de vouloir se débarrasser de Macron. Le problème, c'est qu'avec un Zemmour qu'on nous propose déjà maintenant comme éventuel candidat aux prochaines présidentielles, ou une Marion Maréchal Hawk, je ne vois pas très bien ce que ça changerait. Donc là encore, c'est faire croire aux gens que l'on va changer les choses en leur fourguant d'autres candidats dans la même ligne. De l'art de cocufier les poules. Adrien Abosit a fait dernièrement un entretien face à Pierre-Marie Couteau, oui, au sujet du gaullisme, dans lequel il a plutôt bien répondu. Est-ce que vous avez un avis sur très bien, très bien. C'est une agréable surprise parce qu'Abosit, parfois tout de même, dit pas mal de choses contraires à la réalité. Donc là, moi j'essaie d'être honnête, et là encore, je ne fais pas de racisme sur la gueule de quelqu'un. Je me base sur ses déclarations. Quand elles sont bien, je dis elles sont bien, et en l'occurrence, je dis bravo à Abosit. Et là, en l'occurrence, on voyait vraiment qu'il avait le dessus supérieur et intellectuel sur ce Pierre-Marie Couteau, notamment sur le sujet du gaullisme. Le gaullisme, c'est un sujet sensible. Si on dénonce le gaullisme, comme je le fais, comme je l'ai fait en tout cas dans mon livre, dont je parlerai cet après-midi, tout de même, ça représente un certain courage politique que je ne peux que saluer. C'est pour ça que j'aurais dit encore une chose, la même chose. Quand je mets en garde sur un tel et un tel, c'est pas parce que sa tête me déplaît, c'est parce que, à mon avis, ce qu'il a dit est dangereux pour ce que nous voulons. S'ils disent qu'une chose qui est compatible, je dis bravo. Et pour Abosit, sa dernière passe d'armes avec Pierre-Henri Couteau, je dis bravo. On peut désormais entendre Conversano sur Radio Courtoisie. Comment expliquez-vous que ce personnage s'exprime sur cette radio ? Bonne question. Je ne m'explique pas, ou je m'explique par le fait que vraiment Radio Courtoisie n'a aucune consistance ni morale ni politique. Car qui est Conversano quand même ? Le type qui, répondant à mon argumentation dans laquelle je mettais en lumière ce qu'il représentait, parce que tout de même, il est mondialiste, antinationaliste, anticatholique. Que je sache, Madame Paoli, qui est la patronne aujourd'hui de Radio Courtoisie, est catholique. On dit qu'elle vient de l'Action française. Ah bon ? Et elle fait rentrer un Conversano ? Il y a quelque chose qui ne colle pas, là. Alors, le seul point positif ou qui donne agrément à leurs yeux, c'est que Conversano est contre l'immigration. C'est son seul point d'entrée. Mais justement, parce que d'abord, premièrement, je suis quasiment sûr, sans être absolument à 100% sûr, que Conversano est d'origine juive. Et là encore, il joue le jeu du monde juif, qui a peur de l'islam, ce que je dénonçais tout à l'heure. Donc voilà. D'ailleurs, dans cet entretien sur Radio Courtoisie, on entendait donc Conversano encenser Zemmour pour dire que lui pouvait se permettre, c'était la seule façon de pouvoir transmettre nos idées. Mais oui, mais c'est toujours la même ligne, justement. C'est essayer d'agglutiner les braves crétins de catholiques autour des intérêts juifs pour se défendre de l'islam qu'ils ont fait venir et qui se retournent contre eux maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, dans notre dernier entretien du mois de juin, on avait parlé de
Conversano qui trempait dans un milieu un peu bizarre, sadomaso. Ah oui, tout à fait, mais bien entendu, en plus de ça. C'est un vrai Bien entendu, vous avez totalement raison de le rappeler. Délire. Ah. Pas très propre. Rissen encense toujours Zemmour et semble ne pas comprendre la duplicité du journaliste juif qui ne remonte jamais aux causes du grand remplacement qu'il dénonce. Par ailleurs, Rissen a publié un message niant le complot et l'influence de la finance juive dans l'action d'Hitler. Comment expliquez-vous un retournement de sa part, un tel retournement de sa part? Je vais encore une fois être obligé d'être méchant. Je pense qu'il a été, pour une raison X ou Y, obligé de tourner kazakh. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. D'une part, il a annoncé dernièrement qu'il n'écrirait plus de livres dans la ligne de celle qu'il avait fait connaître, c'est-à-dire très antisémite. Il continue à s'acoquiner avec Zemmour, le type qui vient vous dire que Saint-Pédis est le roi juif, etc. Oui, Saint-Louis, oui. Puis non, c'est absolument incroyable. Je ne comprends pas ces esprits, un certain nombre de ces esprits de gens qui s'affichent dits de droite, plus ou moins, disent-ils nationalistes. Ça n'a rien de nationaliste. C'est de l'alliance avec les ennemis du nationalisme. Oui, on appelle ça des national-sionistes. National-sioniste, c'est une expression qu'a créée Soral, je crois d'ailleurs. Je ne peux qu'adhérer à cette formule. C'est un excellent résumé de ce qu'ils sont. Mais alors Conversano justement disait dans Radio Courtoisie que le national-sionisme, c'est tout ce qui fonctionne actuellement. On voit avec Salvini, avec Trump. Alors Salvini, oui, effectivement, Salvini, je me pose des questions sur Salvini. Je me demande si pour faire passer sa réaction contre les migrants, il croit intelligent, je pense que c'est idiot, il croit intelligent de faire ami-ami avec Israël. Un peu comme Trump. Parce que tout de même, il ne faut pas oublier qu'avec Luigi Di Maio, qui est son allié sur le plan politique en Italie actuellement, une des premières annonces a été d'interdire l'entrée au Parlement européen, Parlement italien, de francs-maçons, et notamment de ne pas avoir comme ministre des francs-maçons. Quand on connaît les liens entre la maçonnerie et le monde juif, notamment la cabale juive, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc je ne sais pas, à la limite, j'espère que c'est ça la bonne explication. Je pense que Salvini, pour faire passer sa politique anti-immigrant, fait semblant d'appuyer Israël. Bon. On verra la suite. En tout cas, pour compléter ma question, quand on voit comment Salvini est dénoncé par tous les milieux européens, européistes, mondialistes, etc., sa petite manœuvre pro-israélienne, elle ne fait pas grand-chose. Vous savez, Rissen, dans son dernier message sur Facebook, a nié le complot. Non seulement il défend Zemmour, certes, mais il a nié le complot et l'influence de la finance juive dans l'action d'Hitler. Oui, c'est vrai, mais vous aviez déjà, oui, tout à fait. Alors, nier le complot, alors là, on raison de plus justement pour dire, mais cet homme-là, il s'est fait acheter. Parce qu'il n'y a pas de complot. Ah bon? Là, vraiment, c'est énorme. Est-ce qu'il réalise ce qu'il dit? Il est en train de détruire tout ce qu'il a fait. Vous voulez que je vous lise le message Oui, mais... Alors, tous ceux qui pensent qu'Hitler était un juif, un reptilien, un illuminati, que son parti a été poussé par la finance cosmopolite, qu'il est le vrai fondateur de l'État d'Israël, faites-moi plaisir, partez d'ici, désabonnez-vous et allez poster vos inepties sur des sites conspirationnistes. Par avance, merci. Ouais. Alors bon, ça me désigne, entre autres... C'est-à-dire que vous dénoncez bien déjà le complot mondialiste, la finance cosmopolite. J'en ai justement parlé dans mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine, dans le chapitre sur Hitler. Et on sait tout de même que Hitler est le fils naturel d'un Rothschild. Et puis, comme on disait la dernière fois, on juge un arbre à ses fruits. Voilà, exactement. Donc l'action de Hitler, et combien de fois je ne l'ai pas dit déjà depuis des années, mon Dieu,
L'Europe aujourd'hui serait nationaliste s'il n'y avait pas eu Hitler pour tomber dans tous les pièges. Il a donné l'occasion à toutes les forces qui voulaient la désintégration des nations européennes en fonçant tête baissée dans la guerre que voulaient les mondialistes de l'époque déjà. Est-ce qu'on a la preuve qu'il y a eu un financement de leur part? Oui, les grandes banques américaines ont financé, mais de toute façon, c'est le jeu de toutes ces grandes banques judéo-américaines, c'est de financer les deux clans. Comme ça, ils sont sûrs de rafler la mise à la fin. Donc, question suivante. À plusieurs reprises, Stéphane Blais vous a apporté son soutien. Cependant, dans un dernier message sur les réseaux sociaux, il dit regretter les querelles de chapelle et rappelle que notre combat face à un ennemi commun doit transcender les inimitiés personnelles. Il dit vous soutenir, ainsi que Soral, Rissen, Gollnisch, Lesquin. Comment lui répondez-vous? D'abord, ce ne sont pas des querelles personnelles. Quand je mets en garde contre quelqu'un, je ne le fais pas parce que sa bobine ne me plaît pas. Je le fais en fonction de ses positions. Et là, je dois dire que Stéphane Blais a des illusions. Il croit qu'en alliant des forces contraires, on constitue une force. Tout ce que l'on a pu constater jusqu'à aujourd'hui, c'est le contraire, c'est une annulation de force. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre un certain nombre de tendances. S'il n'y a pas un minimum de compatibilité, ça ne peut pas marcher. Alors Blais, bon, je trouve son initiative intéressante de vouloir faire l'union, mais c'est une illusion. Et je répète, ce n'est pas une question de personne, c'est une question doctrinale qui m'oppose à un certain nombre de personnes. Je ne fais pas de racisme à la gueule. Non, évidemment, vous le dites souvent d'ailleurs, il faut avoir une ligne droite et s'y tenir, la respecter. Mais d'où vient mon succès? D'où vient mon succès? Je suis parti quasiment seul avec quasiment tout le monde de nos milieux en 2001, 2002, 2003. Ça a commencé à émerger. J'ai commencé à émerger en 2007 à peu près. Pourquoi? Parce que petit à petit, les gens se sont rendus compte que mes analyses étaient justes et que c'était les autres qui avaient bavé sur moi. Mais alors justement, vous dites tenir une ligne droite et doctrinalement irréprochable. J'en profite pour enchaîner sur la question suivante qui est d'ordre religieuse. Il existe également des querelles de chapelle au sein de la fraternité Saint-Pédis concernant un éventuel ralliement avec Rome. Quel regard portez-vous sur cette situation? Et dans quelle mesure peut-on dire qu'il faut garder une ligne droite, mais que vous, pour la fraternité Saint-Pédis, lorsqu'elle souhaite un éventuel rapprochement, là on ne peut pas tenir le même discours? Alors, très bonne question aussi. Bon, quel est le problème? J'ai toujours été pour, oui, on peut appeler ça un rapprochement avec Rome, puisque depuis le sacre des évêques, la fraternité Saint-Pédis est hors de Rome. Qu'est-ce que l'on recherche? On veut que la tradition triomphe. Alors, est-ce en restant en dehors de l'Église, en abandonnant donc l'Église à ses ennemis, ce que font les sédévacantistes, en se contemplant leur petit nombril, les pieds dans leurs petites pantoufles, ou bien c'est en discutant point par point avec l'Église pour réintroduire au moins la fraternité en tant que force traditionnaliste dans l'Église, sans capituler sur le plan du libéralisme qui est dans l'Église. Donc, rentrer dans l'Église, oui, mais rentrer sans rien abandonner. Ça, c'est ma position. Donc, ça, c'est la ligne droite. Il faut rentrer dans l'Église pour ne pas l'abandonner à ses ennemis. Je répète constamment la même chose, c'est pour ça que je dénonce le sédévacantisme. Or, je crois que dans mes dernières publications concernant François, je donne un certain nombre d'arguments qui ne sont pas très favorables quand même à François et à sa ligne mondialiste de destruction. On en arrive maintenant à des cardinaux qui vous disent on est en pleine apostasie. Et tout ce que l'on peut espérer, qu'un jour il y ait un certain nombre d'évêques qui se décident
à activer la procédure de destitution du pape. Alors ça sera la question suivante, mais vraiment pour rester sur la fraternité Saint-Pédis, dernièrement je crois que c'est Adrien Abosit a fait une petite vidéo dénonçant une certaine tendance schismatique. Et je sais pas si vous Il y a vu toujours ça. eu la tendance schismatique dans la fraternité Saint-Pédis, on le voit très bien. Par exemple, prenons le cas de l'abbé Beauvais. Il est très sédévacantiste dans son comportement. Et là, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, il est tout de même intéressant de voir qu'aux réunions de Civitas, il est associé avec un Livernet. C'est des vacantistes. Et encore une fois, à quoi aboutit leur position? C'est abandonner l'Église entre les mains de ses ennemis. Il faut occuper le terrain comme les autres l'ont fait. Et le terrain, on ne peut l'occuper qu'en discutant jusqu'au moment où on obtient ce qu'on veut. Pour occuper le terrain, ça nécessite de s'affaiblir et de faire ami-ami avec des conciliaires qui Non, on n'est pas obligé de faire ami-ami. On peut continuer. Bon, on revendique la place puisque, soi-disant, l'Église moderniste, c'est la pluralité, etc., au nom de leur pluralité que défend l'Église moderniste, on revendique la position de la tradition dans l'Église. C'est une question de dialectique, c'est très simple. Et je répète encore une fois, comment est-ce que les modernistes ont fait pour que, en dépit de la réaction de Pie IX et de Pie X, ils ont réussi à transformer l'image de l'Église? Ils ont claqué la porte? Non. Ils sont restés dedans, ils ont travaillé dedans. En interne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce que là, vous dites qu'en allant à Civitas, l'abbé Beauvais est associé à Livernet. Est-ce qu'il n'y a pas la même chose? En se rapprochant de Rome, ils seront associés à... leur ligne peut être du coup amalgamée. Oui, mais justement, discuter avec Rome, ça ne veut pas dire accepter la ligne moderniste de Rome d'aujourd'hui. C'est revendiquer la position de la tradition dans Rome. Pas la même chose. Très bien. Certains vous reprochent un côté anticlérical. Que leur répondez-vous? Que leur question est idiote. C'est pas une question. Que leur question est idiote. Parce que je regrette beaucoup. Alors à ce moment-là, je leur envoie la balle. Parce que est-ce que quand je fais des critiques à François et autres énergumènes du même genre, est-ce que je fais acte d'anticléricalisme? Non, j'essaie de remettre l'Église au milieu du village. Et tout simplement. Alors que parfois je dise avec un petit sourire, oui, je suis quelque peu anticlérical, parce que j'en ai marre justement de certaines structures religieuses dans lesquelles on trouve des abbés, des curés, des prêtres qui disent à leurs paroissiens: vous occupez pas de politique, pensez uniquement à votre salut, ce qui est parfaitement égoïste. Et je le répète encore une fois, c'est que si les catholiques ne s'occupent pas de la politique qui nous détruit, qui détruit l'Église et la religion, il ne faut pas venir pleurer après. Donc dire à leurs paroissiens: vous occupez pas de politique, c'est au moins une connerie monumentale. Voilà pour répondre à la question sur le fait si je suis une passe ou pas anticlérical. Alors, le cardinal Sarah a annoncé dernièrement: je suis persuadé que la civilisation occidentale vit une crise mortelle. Êtes-vous de cet avis? Bien sûr, donc je ne suis pas anticlérical. J'applaudis ce qui est bien et j'applaudis et je dénonce ce qui n'est pas bien. On peut noter aussi le cardinal Brandmüller qui critique le document de travail du synode amazonien comme apostasie hérétique et il exhorte les évêques à le rejeter. Oui, j'ai le texte, qui est un texte assez long d'ailleurs, intéressant, puisqu'il parle carrément à propos du synode en Amazonie, et qu'il dénonce comme hérétique et comme étant une apostasie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apostasie? C'est-à-dire la trahison du message de Christ. Alors, est-ce que l'abbé Brandmüller est anticlérical? Non, absolument pas.
Est-ce que du coup, à travers ce genre de synode, c'est pas préparer une nouvelle religion? Tout à fait, mais c'est l'obsession de cette évolution de l'Église plan par plan qui s'est révélée, je ne dirais pas que ça a commencé, qui s'est révélée au moment de Vatican II. Ensuite, il y a eu le décret Nostra Aetate, qui est une judaïsation de l'Église. Rappelez-vous les quelques rappels que j'ai faits dernièrement. Monseigneur Ré à Toulon, qui a cru bon de s'associer à une commémoration des racines juives à la Sainte-Baume près de Toulon. Mais quel est leur rôle aux évêques? De commémorer les racines juives? Non mais c'est hallucinant. Donc là, on peut... Alors si c'est ça qu'on me reproche, et c'est pour ça que je suis anticlérical, alors oui d'accord. Pour ça que je dis que la question en question est une connerie. On pourrait dire, maintenant, ça y est, l'Église actuelle est entérinée, elle est judaïsée. Et là, on étendrait la chose à un naturalisme avec Tout à fait. cet aspect en Amazonie où les religions, comment disent-ils, les religions naturelles ont toute leur place, les pratiques et les rites mystico-religieux, c'est ça? Tout à fait. On y parle même de dialogue avec les esprits. Une fois que maintenant c'est judaïsé, maintenant on étend à tout ce qui est païen et paganisme. Et alors, il y a aussi une chose, c'est que on m'a envoyé dernièrement une photo de l'intérieur de la cathédrale de Reims, où on voit un drapeau français avec un drapeau israélien. Encore une fois, judaïsation. C'est entériné, c'est bon, l'Église est judaïsée. Alors, est-ce que ceux qui se prêtent à ce petit jeu-là ne sont pas en train de faire disparaître le Christ? Et c'est moi qui suis accusé d'être anticlérical. Non, vous n'êtes pas accusé. Non, je ne vous parle pas à vous, c'est pour ça que je parle de ceux qui ont cru intelligent de poser cette question. Et pour terminer, en effet, le Brandmüller dit que le résultat est une religion naturelle recouverte d'un mince vernis chrétien. Oui, et encore, ça dépend ce qu'on entend par chrétien. Et donc c'est cette étape vers ensuite le noachisme, ce serait ça? Hein? Est-ce que oui, mais tout à fait. C'est là encore qui est à la manœuvre derrière ça. C'est totalement talmudique. Il y a de quoi devenir, c'est des vacantistes, à l'instar de Soral. Non, parce que justement, c'est en abandonnant l'Église entre leurs mains, c'est rendre service aux ennemis de l'Église. C'est une boutade parce que dernièrement, Soral s'est dit plus ou moins... Ah oui, alors il a perdu une bonne occasion de se taire. Oui, il aurait des accointances, il aurait tendance à devenir des vacantistes. Mais ce qu'on peut comprendre quand on voit ça. Mais pas besoin de se dire c'est des vacantistes. Il faut se dire opposé aux déclarations du pape, comme le fait le cardinal Sarrat, comme le fait le cardinal Brandmüller, etc. Pas besoin de se dire c'est des vacantistes, sapristi. On reste dans l'Église, on défend l'Église telle qu'elle doit être. Je sais pas, pourtant ça me semble tellement élémentaire, je comprends pas que les gens ne comprennent pas. Passons à une question à l'international. Que vous inspire l'élection de Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne? Eh bien, qu'on renomme une incapable, ou volontairement incapable, à la finance européenne. Elle succède à un certain Mario Draghi d'une communauté bien connue. Donc, ça ne va rien changer, ça ne va pas rendre les Européens plus soucieux de l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis et au mondialisme. Bien au contraire, si je peux me permettre, je dirais que Christine Lagarde, c'est l'homme des Américains. Est-ce que vous avez des preuves de son appartenance à la maçonnerie? Non. Mais vous pensez qu'elle y est? Comment expliquez-vous sa carrière, mais foudroyante? Les très hauts postes qu'elle a occupés jusqu'à présent. Au FMI, et alors en plus de ça, il ne faut tout de même pas oublier, c'est qu'elle était co-complice, si j'ose dire, d'une manœuvre pour rapporter quelques sous de plus à un certain Bernard Tapie, dont on connaît l'appartenance communautaire, lui aussi. Et c'est Sarkozy qui, pour trancher le dilemme ou la querelle entre Tapie et le Crédit Lyonnais, au lieu de s'en remettre à la justice, pourtant Dieu sait ce qu'est la justice française aujourd'hui,
a fait créer par Christine Lagarde une commission spéciale, ad hoc si on peut dire, pour juger le litige qui a donné raison à Tapie. Ce qui a coûté très cher aux deniers de l'État, c'est-à-dire aux Français. Bon, finalement, le jugement de cette commission spéciale a été dénoncé par la justice. Christine Lagarde a été considérée comme coupable. Coupable mais pas responsable, c'est pas ça? Oui, non. La formule était déjà différente par rapport à Fabius. Elle a été considérée comme coupable, mais elle n'a pas eu à subir la peine du fait de son prestige international. Alors vous me posez la question si j'ai des preuves qu'elle est franc-maçonne ou pas. Je n'ai pas de preuves, je le dis sincèrement, mais c'est tout comme. Parce qu'elle ne peut pas être protégée comme ça si elle est vierge. Mais alors, qui juge de son prestige international? Parce que toujours les mêmes. Parce que vous aussi, je pense que vous avez un certain prestige international. Ah oui, je suis peut-être douteux, moi aussi. Ah oui, apparemment vous êtes suivi même en Algérie. Comment? Vous êtes suivi même en Algérie. C'est pas simplement même Algérie, je sais que l'Algérie est le deuxième pays après la France où je suis le plus écouté. Et d'ailleurs, je vois, d'après le nombre de contacts qui apparaissent, de musulmans qui applaudissent à ma ligne, tout en disant on n'est pas toujours tout à fait d'accord avec vous, évidemment, il y a un petit problème de religion qui nous sépare. Mais ils ont compris qu'on a le même ennemi. Ils ont compris. Que dire des derniers discours de Vladimir Poutine pour qui le libéralisme est obsolète? Oui, eh bien, ça vaut la peine d'y revenir. J'ai pris ça parce que j'ai bien intention d'en parler très prochainement, et notamment dans la politique. Alors, il y a deux textes de lui. Il y en a un qui est tout récent, dans lequel Vladimir Poutine, d'ailleurs c'est une idée sur laquelle il revient, il en avait déjà parlé, il dénonce les idées de la LGBT qui est imposée aux gens. Exactement ça, c'est ce qu'on impose aux Français, en tout cas aujourd'hui. Alors je voudrais revenir, lire une partie de son discours qui date de 2013, c'est au 10e sommet du club de Valdai, et c'était à Sotchi. Voilà ce que disait Poutine. Un danger pour l'identité nationale russe est lié au processus que nous observons hors de la Russie, en politique étrangère, dans la morale et autres aspects. Beaucoup d'États euro-atlantiques nient ou rejettent leurs racines chrétiennes à la base de la civilisation occidentale. La base morale, l'identité nationale, religieuse, culturelle et jusqu'à l'identité du genre sont niées ou relativisées. En Occident, les politiques traitent une famille avec beaucoup d'enfants comme égale juridiquement à une union homosexuelle, et la foi en Dieu est égale à la foi en Satan. L'excès du politiquement correct dans ces pays conduit à légitimer ceux qui promeuvent la propagande pédophile. Les gens dans de nombreux États européens sont honteux de leur appartenance religieuse, sont effrayés d'en parler. Les fêtes chrétiennes sont abolies ou sont renommées de façon neutre, comme par honte d'elles, cachant ainsi la valeur de ces célébrations, et ces pays essaient d'imposer ce modèle à d'autres pays. Je suis convaincu que cela mène à la dégradation, à la primitivation de la société, conduit à une crise démographique et morale encore pire pour l'Occident. Je passe. Il décrit la France, là. Hein? Il décrit la France. Il décrit Macron. Macron et ses prédécesseurs, Sarkozy, Hollande, etc. Nous observons sur un plan international les tentatives de créer un monde unipolaire. Ça, c'est en plein une critique contre le mondialisme. Pour relativiser et supprimer la souveraineté nationale. Dans un tel monde unipolaire, il n'y a pas de place pour des États souverains. Un tel monde n'a besoin que de vassaux
entre parenthèses, des États-Unis, ce qui signifierait la capitulation de l'identité nationale et de la diversité créée par Dieu. Je dédie ce texte à M. Pierre Hilard, qui s'entête à présenter Vladimir Poutine comme un mondialiste. Je crois qu'il en parle plus trop aussi. Comment? Il en parle encore de Poutine? Oui, il en parle encore. Non, mais sur le plan sociétal, le libéralisme, et on voit ce que ça donne dernièrement avec la Gay Pride qui était particulièrement dégueulasse cette année. Il y avait carrément des enfants. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a aussi le libéralisme économique, notamment avec le CETA et le Mercosur, Tout à fait. dont les accords Tout de à fait. libre-échange donnent le pouvoir aux multinationales. Tout à fait, tout à fait. Et alors justement, j'entendais hier soir, c'était une séance à la Chambre des députés, et un député ou une députée, je ne me rappelle plus, qui disait, mais on va faire entrer chez nous des denrées, des aliments, pour lesquels il n'y a pas les mêmes normes de contrôle que l'on impose aux agriculteurs français. Donc, ce sera moins cher, donc ça va ruiner encore un peu plus notre agriculture, etc., etc. Alors, la réponse du représentant du gouvernement, c'était toujours la même chose. Ah oui, mais on va surveiller. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas imposé des règles. On va, toujours, oui, demain, mañana por la mañana. Hein? Donc c'est toujours la même. Quand bien même ils surveilleraient. Mais de les toute façon. produits resteraient moins chers et seraient moins. Exactement, en plus de ça. Non, c'est vraiment. C'est la politique américaine. C'est la politique américaine de submersion de l'Europe. Mais c'est une guerre sourde contre tout ce qui est encore indépendant. Il faut que tout devienne multinational sous le contrôle du mondialisme. C'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. Ce sont des facettes différentes, mais derrière, c'est toujours le même visage. Et donc pour Poutine, donc le libéralisme est obsolète et condamné à mourir, de par... Alors il s'y emploie d'ailleurs, parce que quand on voit comment il impose depuis déjà au moins 5-6 ans, je crois au moins, les échanges commerciaux hors dollar, il est en train de scier, je le répète depuis je ne sais pas combien de temps, il scie le socle de la puissance judéo-américaine, financière. Si on suit les propos d'Hillard, ce serait voulu tout de même par des gens encore au-dessus. Oui, mais ce sont des oppositions. Moi, je lui oppose des textes et des actes de Poutine. Peut-être... Quand on voit que Poutine a tout de même remis de l'ordre au Moyen-Orient, contre le mondialisme américano-sioniste, quand on voit que tout dernièrement, la Syrie maintenant est dotée des missiles S-300. Tout dernièrement, je crois que je l'ai là, la Russie a mis en garde Israël. Je crois toujours malin d'essayer de bombarder avec des missiles en tirant au-dessus du territoire libanais. Et donc ils n'osent plus s'aventurer au niveau du ciel syrien. Ils le font de plus loin avec des missiles, qui en général d'ailleurs sont détruits par les batteries antimissiles syriens. Et dernière information très intéressante que j'ai vue aussi, c'est que la Russie doit donner les tout nouveaux missiles S-400 à l'Iran. Ça veut dire quelque chose, ça c'est du positif. Ce ne sont pas des supputations comme celle de Pierre Hilard. Mais bon sang, mais qu'il ouvre les yeux. Ou alors à quoi sert-il? Question suivante. Comment expliquer cet étrange torpillage des pétroliers en mer d'Oman? Oman. Je répondrai à qui profite le crime. Ouais. C'est toujours dans la même stratégie, ils cherchent un argument pour pouvoir faire la guerre à l'Iran. Donc, ma première réaction a été de dire ça ne peut servir qu'à Israël. Ce sont les services israéliens qui sont derrière. Et d'ailleurs, j'ai vu que dernièrement, un général français à la retraite avait dénoncé aussi... Oui, alors c'était une question de Maxime au départ. Avez-vous noté les critiques émises par le général Delaware sur les interventions militaires de la France? Donc il critique en effet
Le terrorisme intellectuel, il précise qu'Israël jouit d'une grande impunité en tenant sous sa coupe des présidents comme Macron, Trump ou May. Ça, c'est ce que dit le fameux président de... Il affirme qu'il ne fait aucun doute que le Mossad est directement impliqué dans l'affaire. Il rappelle aussi qu'Israël veut détruire plusieurs pays du Proche-Orient, en particulier l'Iran des Mollahs et la Syrie d'Assad. Et il écrit également qu'Israël a une grande habitude de terrorisme à l'international. Oui, tout à fait. Mais d'abord, Israël est né par le terrorisme. C'était l'Irgun et il y avait un autre groupement, et cela remonte donc à la création d'Israël. Il faut rappeler les attentats contre l'hôtel du roi David à Jérusalem, où le représentant de l'OTAN, qui était le comte Bernadotte, a été tué parce qu'il était trop favorable aux Palestiniens. Le massacre de Chabra et Shatila, ça n'a été. Israël ne s'est créé, ne s'est imposé progressivement que par des massacres. Des assassinats ciblés et des massacres de masse palestiniens pour faire peur aux Palestiniens et les forcer à partir pour laisser leur territoire à Israël. Du coup, est-ce que ces propos d'un haut gradé vous redonnent une certaine estime dans l'armée? Bon, vous savez très bien que ma critique de l'armée ne vise que les très hauts gradés de ceux qui commandent l'armée aujourd'hui, qui sont à plat ventre devant le pouvoir politique. Bon, cette déclaration du général Dalawad est très bien, mais j'aurais aimé que le général Dalawad, quand il était en activité, ait réagi. Quand ils sont à la retraite, à quoi servent-ils? Bon, je préfère entendre ça que le contraire, c'est évident. Et bon, ils ont le fameux devoir de réserve. Il n'existe nulle part. Il n'existe nulle part. Je l'ai démontré dans mon livre sur l'armée française face à la destruction de la nation. Et c'est le général Pinard-Legris, qui est membre de je ne sais plus quelle organisation militaire de défense de l'armée, qui témoigne lui-même, cela n'existe nulle part dans aucun texte militaire. C'est le pouvoir politique qui a imposé cette idée dans le crâne des militaires, qui sont très heureux de se mettre derrière cet abri parce que c'est une bonne excuse. Ça n'existe pas dans les manuels militaires. Alors, une question d'Arnoux. Pourquoi l'Iran en veut depuis toujours à Israël et défend la Palestine alors qu'ils sont chiites, ennemis mortels des sunnites? Bon, alors je dirais que la question est posée à l'envers. Pourquoi est-ce qu'Israël déteste l'Iran? Alors l'histoire chiite-sunnite, à la limite, sunnite-chiite, à la limite, c'est relativement secondaire. Parce que ces deux tendances de l'islam, en fait, défendent leurs frères. Oui, et ça lie eux contre un ennemi commun. Voilà, exactement. Par contre, pourquoi est-ce qu'Israël est contre l'Iran? Pour la même raison qu'Israël était contre l'Irak, et a obtenu, grâce à la provocation du 11 septembre, la guerre contre l'Irak, contre l'Afghanistan et l'Irak, sous prétexte de traquer Ben Laden, et contre la Syrie, qu'ils auraient bien voulu détruire, qui n'a pas été détruite grâce au mondialiste Poutine, comme dirait Hillard. Donc l'obsession des Israéliens pour construire le grand Israël, le Eretz Israël, comme ils disent, c'est de se débarrasser ou de fractionner tous les pays du Moyen-Orient qui leur sont naturellement hostiles. Donc leur rêve, c'est morceler, morceler, morceler. Ils en font d'ailleurs la même chose, ils l'ont fait en Libye. Bien réussi aussi. Grâce à qui? Sarkozy, hein? Bernard-Henri Lévy. Ils veulent en faire autant maintenant pour l'Algérie. Toujours la même chose, morceler, 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 de façon à ne plus avoir de force constituée contre eux. Voilà. Et puis au-delà du projet biblique, je suppose qu'il y a aussi des intérêts économiques. Ah, il y a des intérêts économiques, des intérêts pétroliers notamment, c'est évident. Et puis pétroliers, minerais, tout, gaz, etc. Pouvez-vous revenir sur la fin présumée de l'État d'Israël et quels indices vous permettent d'affirmer une telle chose? Je crois que j'en ai parlé déjà lors du dernier entretien du mois de juin. Et ma constatation vient d'un fait vraiment qui m'a surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça.
c'était la capacité du Hamas, de Gaza, d'envoyer d'un seul coup quasiment 700 missiles sur Israël. Vous vous rendez compte ce que ça représente? 700 missiles. Il n'y a aucun barrage anti-missile qui peut résister. Et il y en a eu d'ailleurs entre 500 et 600 qui sont passés. Et on ne nous a pas dit quelle était la casse réelle en Israël. Donc, quand on apprend ça, on se dit, même si cette petite bande de Gaza est capable de faire ça, si jamais Israël se met à vouloir la guerre contre l'Iran, qu'est-ce qui va lui arriver sur le crâne? Alors, il y reste évidemment le recours à l'arme atomique. Mais, et c'est ça l'intérêt de la mise en garde toute récente de Poutine à Israël, attention, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est un jeu. Israël essaye, mais il se retrouve face à une impossibilité de faire ce qu'il voudrait bien faire. Grâce à qui? Grâce à Poutine et aussi aux Chinois. Et puis l'Iran, bien entendu. Très bien. Et donc nous allons terminer cet entretien avec l'affaire Léo Taxil. Pouvez-vous revenir sur les dernières calomnies proférées à votre encontre et provenant d'un certain Léo Taxil? Bon, alors, il est évident que cette histoire-là est un piège à tout point de vue. D'abord parce que franchement, l'individu qui est derrière ça ne représente rien du tout, il représente lui tout seul. C'est une infâme saloperie du par les imputations qui me concerne et qui vous concerne aussi, malheureusement. Et là, j'en suis encore plus furieux. C'est un malade, ce type-là. C'est un malade parce que les imputations sexuelles qu'il nous a faites me donnent l'impression de quelqu'un qui, sur ce plan-là, est en souffrance. Alors, bon, je ne sais pas, j'ai franchement pas envie de relire ces saloperies, c'est ignoble. C'est ignoble, je vais simplement revenir sur une petite chose quand même. Alors, je vais retrouver ça. En fait, il se révèle par les accusations il révèle son fonds propre parce qu'il m'impute et vous impute. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur son tas d'immondices qu'il m'a envoyé, ainsi qu'à vous, pour signaler qu'en plus de ça, c'est un faussaire. Parce qu'il a imputé à un certain nombre de personnes des déclarations applaudissant à son texte, donc contre moi et contre vous, etc. Bon, alors quand j'ai vu apparaître ça, ceux qui ont répondu ou qui auraient répondu à cet individu, il y avait Soral, il y avait Florian Rouanet, il y avait quelqu'un que je ne connais pas, Édouard de Brissoult, il y avait Vermette, il y avait Benedetti, il y avait Henri de Lesquen. Donc pour bien résumer la chose, donc Léo Taxil en fait vous envoie un mail en disant en gros voici tous ceux du monde nationaliste qui ont répondu au texte et qui en gros sont d'accord avec moi. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. C'était ceux qu'il citait en appui à ces saloperies. Voilà, histoire que tout le monde rigole, voici les mails que nous avons reçus de la part de tes camarades nationalistes. Il n'en a pas fallu beaucoup pour que les langues se délient. Et donc là on a la liste, les soi-disant mails et réponses qu'ont envoyé Florian Rouanet, Édouard de Brissou, Johan Vermette, Yvan Benedetti, Henri de Lesquen, bref. Ce que j'ai nommé justement. Exactement. Tout cela, je regardais si vous en avez pas. Alors, quand j'ai vu apparaître ça, j'ai envoyé une question à tous ceux qui apparemment avaient appuyé le texte de Léo Taxil en leur demandant s'ils avaient réellement écrit ça. J'ai eu une seule réponse, celle d'Henri de Lesquen. Étonnant. Que je vais lire, j'avoue que ça m'a étonné, dans lequel il dit
Alors, il s'adresse à messieurs, ça n'est pas adressé directement, il s'adressait donc à vous, c'est-à-dire quand même à moi, Léo Taxil, Monseigneur Follet, et toute la gamme de ce que le Léo Taxil avait envoyé. C'est faramineux comme liste d'adresse. Faramineux. Alors voilà ce qu'écrit Henri Lesquin, et je dirais, quels que soient les différends que j'ai avec lui, je tiens à saluer son honnêteté. Vous avez réussi comme moi en copie, sans l'avoir demandé, le message envoyé par le soi-disant Léo Taxil à Philippe Ploncard, reproduit ci-dessous, qui faisait suite à celui du 16 juin 2019. Je dois préciser que le texte qui m'est attribué dans ce message du 1er juillet 2019 est un faux. Je n'en suis pas l'auteur, n'étant en rien concerné par cette affaire. Je n'ai jamais écrit à la personne qui se cache sous ce pseudonyme. Cette prétendue réponse est du reste un mauvais pastiche de ma prose, et il va de soi que je n'aurai pas fait de faute d'orthographe sur mon prénom, qui s'écrit avec un Y. Salutations distinguées, Henri Lesquin. Donc je ne peux que saluer, moi il a eu le courage de répondre. Ce que les autres n'ont pas fait. Or, qui ne dit mot consent. Dans l'ensemble de ces messages, il y en a curieux. Celui de Édouard de Brissot que je ne connais pas. Et je me demande d'ailleurs comment le Léo Taxil a pu imprimer ça dans son truc, parce que c'est pas du tout, ça va pas du tout dans son sens. Digne des intrigues amoureuses du XIXe siècle, mais politiquement inintéressant, cela pue l'opération sous faux drapeau. Oui, c'est exactement ça. Alors, dans cette affaire Léo Taxil, en fait, il y a un double piège. Il y a un double piège. Alors, le premier, c'est d'abord me menaçant si je n'interromps pas mes conférences. Donc, ce sont mes conférences qui dérangent. Et en quoi mes conférences dérangent-elles? Qui dérange-t-elle? Conférences et entretiens. Ce que vous dénoncez. Donc c'est ça qui est intéressant. Et le texte du Léo Taxil, le texte précédent, m'intimant de ne pas faire de conférences, sous peine de ceci, de cela, et il voit apparaître l'annonce de ma conférence d'aujourd'hui. Et chronologiquement, c'est après cela que ce deuxième message apparaît. Donc, c'est visiblement le type furieux de ne pas avoir été obéi, que j'arrête mes conférences, qui le fait réagir, mais alors de façon absolument ignominieuse, qui se retourne contre lui, parce que ce qu'il a écrit, je suppose que on est trahi par sa prose. On est trahi par sa prose. Et alors, la deuxième fausse piste, c'est que sous le langage fleuri de Madame de machin chouette, là, de Saint-Jean d'Algélie, ça faisait très versaillais. Donc ça aurait pu m'inciter à imputer la chose à Henri de Lesquin, ce que je n'ai pas fait. Pas plus que je n'étais tombé dans la soi-disant fausse piste israélienne juive. Donc c'est un type qui se masque derrière ça, et je crois pouvoir dire, comme on dit, par triangulation, je sais qui c'est. Et Léo Taxil, c'était quand même bien choisi, non? Alors, Léo Taxil, il faut rappeler ce que c'était. Vous avez tout à fait raison de me rappeler ça, j'allais l'oublier. Léo Taxil est un personnage très particulier de l'histoire de France. C'est un individu qui appartenait à la maçonnerie, qui un beau jour déclare qu'il s'est converti. Plus franc-maçon, et qu'il allait dénoncer tout ce qui sait sur la maçonnerie. Et qui va se mettre à tartiner des livres, dénonçant la maçonnerie, inventant les choses les plus incroyables possibles et imaginables, et qui de ce fait se fait applaudir par les milieux catholiques de l'époque, qui l'accueillent, etc., etc. Et puis un beau jour, Léo Taxil
écrit un nouveau message en disant « Ah ah ah, je vous ai bien eu, je suis toujours franc-maçon, j'ai inventé des choses, tombez dans le piège, vous êtes des imbéciles, etc. etc. » Donc le choix de ce personnage de Léo Taxil par le Léo Taxil d'aujourd'hui, ça a un sens aussi. Et là encore, ça interpelle parce que dans toutes les petites références qu'il donne, donc il y avait Madame de Saint-Jean d'Angély, ça j'en ai parlé dans mon livre La maçonnerie, rappelant que c'était Regaud de Saint-Jean d'Angély qui avait fait rentrer dans la société, qui avait imposé aux députés de, je crois que c'était la Constituante, l'entrée des Juifs dans la société française. Parlons du crabe-tambour, le restaurant Le Crabe-Tambour qui n'existe pas, qui est le crabe marteau. Parlant de la rue des Acacias où je me suis rendu. Alors certains de mes amis me disent « Mais vous êtes fou, pourquoi êtes-vous allé là-bas ?» Et en plus de ça, on a accompagné. Oui, bon, je suis comme ça, je n'ai pas peur. Et je voulais crever l'abcès, savoir ce qu'il y avait derrière ça. Je n'étais pas du tout pour les charmes de la dite dame, puisque nous avions déjà fait les gorges chaudes au sujet de la littérature. Donc il y avait différentes choses qui me faisaient pas croire à la chose, mais je voulais voir ce qu'il y avait derrière, quelle est la porte qu'on allait m'ouvrir. Et donc, c'est un personnage qui connaît très bien mes textes, que j'ai certainement titillé de façon désagréable par mes mises en garde. Voilà. Alors, je regrette de devoir revenir là-dessus, mais il est évident que bon, ce personnage ne représente strictement rien du tout. Que je perds mon temps, évidemment, à répondre à cela, mais d'un autre côté, comme ça peut toucher des gens de bonne volonté, et puis que ça vous touche vous aussi, je suis obligé de répondre. Et fasse attention. Merci Monsieur Poncardassac, nous avons terminé. Merci Diane. Merci Diane.